Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième séance consacrée à la culture et à la pensée japonaise. C'est de cuisine qu'il va s'agir ce soir, mais sans dégustation de sushi ni recette de sashimi. Pour nous en parler Masahiro Miyake, professeur à l'université d'Osaka, urbaniste et spécialiste de ce qu'on appelle la culture culinaire, c'est-à-dire, semble-t-il, l'étude des rapports que la cuisine entretient avec la nature, avec le temps et les saisons, et avec l'espace naturel et urbain. Pour nous aider, comme l'a rappelé Gilbert, à suivre cette intervention et les débats qu'elle ne va pas manquer de susciter avec nous, également Ayane Shoji, traductrice, interprète et professeure de japonais. Voici comment la séance va se dérouler. Après quelques mots rapides de présentation, je vais laisser la parole à Masahiro Miyake et à Ayane Shoji durant environ 1 heure, puis nous discuterons durant un quart d'heure, 20 minutes, à partir de ce qui aura été dit, et vous aurez ensuite la parole pour des questions dont je ne doute pas qu'elles seront nombreuses. Je voudrais, pour commencer cette séance, répondre à une éventuelle perplexité ou même une critique que certains d'entre vous pourraient faire à la lecture du programme de l'édition 2013. Qu'est-ce que la cuisine a à faire avec la philosophie ? Est-ce bien sérieux, à Cité Philo, de s'occuper de cuisine? La cuisine n'est-elle pas seulement une affaire de praticiens? Ces interrogations passeraient évidemment à côté de l'essentiel. Une culture ou une civilisation constitue un ensemble de manifestations qui possèdent une certaine homogénéité et dans laquelle les différents aspects, loin d'être isolés, se renvoient les uns aux autres. Une culture disperse, diffuse et sédimente ses invariants dans des formes, dans toutes ses manifestations et ses pratiques, dans sa philosophie, dans sa littérature, dans les formes de sa religiosité, mais aussi dans ses arts, sa peinture, son cinéma et sa cuisine, faisant ainsi de chacun d'eux une voie d'entrée possible dans une culture. Il y a donc de la pensée, et même des pensées déterminées dans toute cuisine. Il y a du sens quand elle prépare, quand elle transforme les aliments selon des modes variés, quand elle les dispose selon un certain ordre, quand elle est consommée selon un certain rituel associé à une forme de sociabilité ou au contraire, on le verra tout à l'heure, de solitude. La cuisine japonaise n'échappe pas à ce principe général. Elle n'est pas séparée du reste de la culture japonaise, elle l'exprime selon son point de vue propre. En elle, dans le choix des aliments, dans la manière de les préparer, se trouve engagée une multitude de rapports sur lesquels reviendra Masahiro Miyake. La philosophie européenne, et singulièrement la philosophie grecque, a peu réfléchi la cuisine. Presque pas la question de son élaboration, un peu plus la question de sa consommation. Elle s'est plus souciée de la question du régime et de la diététique, tout en laissant d'ailleurs cette question du régime soit aux médecins, appliqués à en faire leur élément principal de thérapie, soit aux moralistes, qui, ayant à réfléchir sur les conditions de la constitution du soi comme sujet moral, ne pouvaient pas ne pas croiser le problème du rapport à la nourriture. C'est qu'en effet, dans les rapports ou le rapport à la nourriture, se trouve engagée une certaine forme de rapport à soi, de tempérance ou d'intempérance. C'est selon. C'est dire que dans cette perspective, la cuisine est appréhendée sur un mode moral comme un risque potentiel. À trop s'en occuper, à trop céder à ses tentations, on se perd. Et donc, lorsque les philosophes comme Platon, Épicure ou encore Sénèque parlent de cuisine, ce n'est pas pour en dire du bien, mais pour appeler à s'en méfier. Platon le premier, qui fait de la cuisine non pas un art, mais une forme de flatterie, le double pervers de la médecine. On peut ajouter, pour faire bonne mesure de cette critique, que la cuisine n'est presque jamais analysée comme pratique, du point de vue de ceux qui la font, mais seulement du point de vue de ceux qui la consomment. Elle est de ce fait manquée, en tant qu'art, et même en tant qu'art complet, qui sollicite les quatre sens, un art qui choisit et transforme et sublime des matériaux naturels, un art qui les dispose selon des exigences esthétiques. Globalement, la réflexion sur la cuisine n'est pas un élément de la constitution des sagesses grecques.
sinon sur un mode critique. Tel ne semble pas être le cas au Japon, où l'importance de la cuisine dans la constitution de la sagesse bouddhiste a été très tôt soulignée. J'en veux pour preuve le texte important du moine Dogen du XIIIe siècle, intitulé « Instruction aux cuisiniers zen ». Dogen est le fondateur de la plus grande école du bouddhisme zen japonais. Dans son traité, Dogen commente la règle des monastères bouddhistes qui stipule, je le cite, « C'est parce que le cuisinier actualise l'esprit de la voie dans la variété et le renouveau des menus, appropriés aux saisons et aux besoins, qu'il apporte à la grande assemblée le réconfort et le bien-être nécessaires à la pratique. » Il remarque que dans les monastères, le choix des menus, des saveurs, des légumes d'accompagnement, le mode de préparation des plats font l'objet de délibérations quotidiennes, et pas de n'importe qui, des administrateurs des monastères. Et si on ajoute que la fonction de cuisinier ne pouvait être remplie que par l'un des maîtres les plus aguerris, on voit l'importance de la cuisine dans la recherche de la voie bouddhiste. Alors on trouve dans ce texte un ensemble de principes et de prescriptions. Sans prétendre à l'exhaustivité, ni même à la précision, je voudrais, avant de passer la parole à Masahiro Miyake, en relever 3, permettant de circonscrire un peu seulement l'esprit de la cuisine japonaise. Ces prescriptions portent pour l'essentiel sur les dispositions requises pour faire de la cuisine. Je dis bien faire de la cuisine. Premier principe, qui porte sur le mode de traitement des aliments. On trouve la consigne de traiter tous les aliments, humbles ou précieux, crus ou cuits, avec autant de respect que s'ils étaient destinés à la table de l'empereur. Chaque aliment mérite la même attention, car je cite Dogen, « Il est important que votre esprit ne change pas selon la qualité de l'objet. » Mais d'un autre côté, chaque aliment réclame un traitement individuel, mérite des égards particuliers, qui seuls permettront de le révéler. Dans ce traitement, l'art de la découpe tient une place de choix. Il y a des couteaux pour les légumes, ou un couteau pour les légumes, et des couteaux pour le poisson, pour le découper en lamelles, pour le découper en bâtonnets. Cet art du geste, rapide et précis, ne vise à rien moins qu'à enlever tout ce qui est superflu, pour mettre à nu le produit, afin qu'il prenne son vrai visage. Art de la soustraction, plus que de l'addition, qui dégage l'essence de l'objet, qui souvent, mais pas toujours, s'obtient par le cru. Je suppose que nous reviendrons sur cette question du cru, dont Barthes, dans l'Empire des Signes, dit, je le cite, qu'elle est la divinité tutélaire de la cuisine japonaise et que tout lui est dédié. Mais le cuit joue aussi un rôle quand il s'agit de cuisiner une racine qui n'est comestible qu'après cuisson. Cependant, il n'y a pas ici, me semble-t-il, à opposer la découpe à la cuisson, puisque cette dernière aussi est un artifice permettant d'enlever l'inessentiel et d'isoler l'essentiel. Cette consigne d'attention aux aliments se combine avec l'impératif de fraîcheur absolue des aliments, et avec celle de l'exigence de propreté qui prescrit de nettoyer et de surveiller les aliments pour que rien ne vienne les souiller. Fraîcheur, crudité, propreté, netteté de la découpe conduisent l'aliment à ce qu'il doit être. Pour être consommé, il n'a plus qu'à être saisi délicatement par les baguettes, point n'est besoin de le découper encore. On connaît le fameux passage de l'Empire des Signes, où Barthes oppose l'agressivité du couteau du mangeur, qui déchire, découpe et violente l'aliment, aux baguettes qui l'enrobent, le saisissent de l'extérieur, sans le mutiler, l'agripper ou le percer. Deuxième principe, le principe d'harmonie. Le règlement monastique prescrit de ne pas présenter un plat si les 6 saveurs ne sont pas en harmonie et si les 3 vertus sont absentes. Les 6 saveurs
sont l'amer, l'acide, le doux, le piquant, le salé et le fade. Les 3 vertus, la souplesse et la légèreté, la netteté et la fraîcheur, le soin et la précision. Donc, en somme, des vertus qui sont celles à la fois des aliments et des vertus qui sont celles du traitement qu'on leur réserve quand il faut composer, équilibrer et harmoniser les saveurs des mets ou quand il faut les manipuler. Ce qui suggère, par parenthèse, l'idée d'un véritable dialogue entre les aliments et le cuisinier. 3e principe, le principe de disposition, soit dans un bento, c'est-à-dire un petit coffret compartimenté où l'on trouve souvent un assortiment de tempura, soit un plateau sur lequel sont disposés les plats selon un ordre esthétique, mais non géométrique. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce point. Il y a toujours, semble-t-il, une variété de plats, chacun dans de petites proportions. Ces éléments peuvent être tantôt composés, tantôt présentés isolément. L'ensemble rappelant un tableau ou même un paysage. Nous reviendrons sur la question du paysage tout à l'heure. La question des couleurs, de leur assortiment, joue un rôle important, bien entendu. Un élément me semble, pour finir, devoir être pris en compte, la présence d'un vide interstitiel entre les aliments. Dans cette esthétique dépouillée, les aliments se présentent souvent atomisés, délicats et fragiles, dans une quasi-solitude. D'une certaine manière, cette solitude n'est pas sans rapport, et Masahiro Miyake nous en dirait un peu plus, avec la solitude du mangeur au Japon. Car il faut avoir en tête que c'est souvent seuls, face à leur repas, que les Japonais mangent, comme ils sont seuls parfois également, alors pas toujours bien entendu, mais comme ils sont seuls parfois devant des machines à sous. Bien. Expérience de la solitude, consonance de cette solitude avec la solitude des aliments. Voilà pour les 3 principes que je voulais mettre en évidence, avant maintenant de céder la parole à Masahiro Miyake. Bonsoir. 今日はよろしくお願いします。本当にリールに来る機会をいただきまして本当にありがとうございます。Merci de m'avoir donné une occasion de venir à Lille. ちょうど昨年私は、リールに、ゴーフルの研究に来たところです。それは私の、生まれ故郷の町もゴーフルを名物にしてますが、それは、100年前、リールから学んだゴーフルが今私の町の名物になっているからです。L'année dernière, je suis venue à Lille parce que j'ai fait les recherches sur les gaufres, parce que Lille c'est la ville de gaufres, et en fait les gaufres de ma ville natale Kobe, ils ont emprunté la technique de gaufres de Lille. それでは今日はこの5つのことをお話ししたいと思います。 Aujourd'hui, je vais vous parler sur ces 5 points. で、その前に一つだけお話ししたいことがありますが、これは、おにぎりというものですが、皆さんご存知でしょうか？ Avant de commencer, je vais juste parler de cela. Donc, onigiri, est-ce que vous connaissez? これは日本人が最も好きな、食事であります。 C'est un repas que les Japonais aiment le plus. これで私はフランスに来て、いつも毎日握手を何回も1日何回も朝から面倒くさくても握手をしなければならないというフランスに来て、これこそ日本料理だなと感じました。 Alors, en France, je dois serrer la main de quelqu'un tous les jours. Et en fait, les mouvements de serrer la main de quelqu'un, ça ressemble au mouvement pour faire ces onigiri. それは、握手というものは握る、結ぶ、この、2つの意味がありますが、このおにぎりという名前、おにぎり、おむすびと言いますが、実はこれは握る、それから結ぶ、この2つの意味があるものなのです。 Donc, onigiri, c'est un mot qui signifie saisir ou tenir quelque chose.
でこれは食べるときに握ってくれた人の手の温かさを味わうという、料理で、これは一つの日本料理の特徴として最初にお話ししたいと思います。Alors, quand on mange ces onigiri, on sent la chaleur de main de quelqu'un qui fait ces onigiri. しかも私たちはこのおにぎり、おむすび、それからお米、ご飯、お皿、あらゆる食に関係するものについて敬語をつけます。私はこのフランスに来て非常に日本と共通性があるなと感じることは敬語があるということですが、日本人は特にこの食べ物のことについて必ず敬語を使うという特徴を持っています。En japonais, il y a plusieurs mots qui commencent par O, par exemple omusubi, onigiri, osara, okome, etc. Et O, c'est un préfixe honorifique, c'est-à-dire que les Japonais utilisent le langage de politesse envers la nourriture. で、それでは、この5つのことについて簡単に紹介したいと思いますが、まずは日本料理というものがいかに自然というものと深く関わっているか、自然の風景をいかに取り込んでいるかということを、まず最初に説明したいと思います。Donc nous allons commencer la conférence. Mais tout d'abord, la cuisine japonaise a un lien très très fort avec la nature. で、次にこの日本料理というものが季節によって表現が違うという、この季節による違いということについてお話しします。Et là, dans la deuxième partie, je vais vous présenter le changement des saisons. En fait, la cuisine japonaise change selon la saison. で、次にこの日本料理というのは社会とどういうふうに結びつきがあるのか、日本料理というのは社会の中でどういうシチュエーションの中で食事ということを行うかということを説明していきます。Dans la troisième partie, je vais présenter la relation entre les sociétés et la cuisine japonaise. Quelle est la position de la cuisine japonaise dans les sociétés? で、4番目はホスピタリティ、どういうもてなしが日本の料理の特徴かということを説明していきます。Dans la quatrième partie, je vais parler de l'hospitalité. Donc c'est la caractéristique de la cuisine japonaise. 最後に、この、日本料理というものが庶民の料理、どういう庶民の特徴を持っているかということを説明していきます。Dans la cinquième partie, je vais présenter la cuisine populaire. Pourquoi la cuisine japonaise est populaire. じゃあ、まず最初にこの最初の、自然ということといかに日本の料理ということが結びついているかということを説明していきますが、Donc la première partie, la nature et la cuisine japonaise. まず日本人は、食事の最初に、フランスではボナペティという、ことを言いますが、日本ではいただきますということをします。これは、皆さんどういう意味かご存知でしょうか。 Avant de manger, au Japon, on dit itadakimasu au lieu de bon appétit en France. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que signifie itadakimasu? 最近日本でも若い人はいただきますっていうのは作ってくれたお母さんに言うと思っていますが、本当は自然の恵みをいただきますということで感謝の気持ちを伝える言葉です。 Alors, beaucoup de jeunes japonais pensent que itadakimasu, c'est je sois un repas, je remercie pour ce repas. Il le dit pour ceux qui cuisinent ce plat. Mais en fait, à la base, itadakimasu, ça veut dire que je reçois ce repas, je remercie plutôt pour la nature. で、この写真は自然の風景を料理に表現しているものです。 Voici la photo de plat japonais qui représente la nature. で、これは日本では雪見という行事があります。日本では大切な3つの見るという風景に
関係する行事があります。 Donc, cette photo représente un événement qui s'appelle Yukimi, littéralement regarder la neige. で、この雪見という、料理、これは12月ぐらいの料理です。 C'est un plat à peu près en décembre. で、これはサーモンで、椿を、表現しています。 C'est du saumon en forme de camélia. また、この葉っぱには、メレンゲで、雪が少し積もっているというそういう表現をしています。 Sur les feuilles, il y a un peu de meringue qui représente la neige. これも同じように雪見の料理です。 C'est aussi le plat de Yukimi. これは今度は、ボタンの花を、タイのお刺身で、花びらを作っています。 Dans ce plat, les sashimi, donc les tranches de dorade, qui représentent botan. ボ Botan. タン Oui, です。 pibuan. ピボで、この、周りにある囲いです。これは、日本のこの季節の、風景になっている、ものであります。 Vous voyez ici, il y a une sorte de clôture. 花が、雪で押しつぶされないように、こういう囲いを作るということが日本の今の、季節の風景ですが、それを料理に表現しているものです。 Donc dans le paysage japonais en hiver, on protège les fleurs avec une clôture. 次は、もう一つ雪見と、以外に大切な、月見、月を見るという、行事のこれも秋の料理になります。 Donc voici la photo d'un plat d'automne. Ça représente un événement tsukimi, regarder la lune. で、この料理を見てほしいんですが、これはどういう風景を表現しているように思われるでしょうか。 Regardez cette image et pour vous, cette image représente. Qu'est-ce que cette image représente? Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? これは、日本の、田んぼ、畑の上にお月様が映っているこの風景を表現している田ごとの月という、料理であります。 En fait, un œuf de caille représente la lune et il est sur les rizières. こういうように季節の素材を使うということはもちろんですが、その時期の風景ということをお皿の上で表現するという特徴を持っています。 On utilise non seulement les ingrédients de la saison, mais aussi on essaye de, comment dire, refaire le paysage dans l'assiette. で、次もお月見の、料理です。フランスでは、月に描かれている模様っていうのはどういうものだと言われているんでしょう。 Alors pour vous, sur le surface de la lune, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous dites? 日本では、うさぎ、が、餅を、ついているというように、日本人は見ています。 Alors, au Japon, on dit que sur la lune, il y a un lapin qui fait de la pâte de riz. ですので、この時期の料理には、これが、満月です。 Donc il y a une pleine lune で、これが、うさぎで、Et un lapin. これはお餅をつく臼を、さつまいもで、表現しているもの Donc です。 c'est un appareil pour faire de moti, de la pâte de riz. また、日本料理ではこの豆、アリコ、こういう豆が使われるっていうことが多いです。 Il y a beaucoup de haricots dans la cuisine japonaise. で、これは豆に働くというように、言葉というものが、語呂合わせで、使われているものです。 Il y a une sorte de jeu de mots, parce que mameni, ça veut dire sérieusement. で、こちらも、月見の料理です。これは、月に雲がかかっている。この雲を、発酵食品であるお味噌で、表現しています。 Donc là aussi, c'est un plat qui représente la pleine lune et avec un peu de nuages.
また、日本料理では先ほどおにぎりの説明で結ぶという、人と人とを結ぶ、自然と人間を結ぶということを大事にしてますが、料理の中でこういうように結んでいるもの、こういうものが、随所に使われます。Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la cuisine japonaise, c'est très important le saisir, tenir. Et ici, on peut retrouver un nœud avec un légume. また、この自然ということでいうと、まず、自然のそのままの味を楽しむということで、もちろん皆様のご存知のお刺身ということと、日本人が一番、好きな魚の料理はただ、お塩を使って焼くだけのものです。Comme les Japonais préfèrent les ingrédients naturels, on fait souvent juste les tranches de poisson qu'on appelle sashimi, et, ou bien grillé avec juste du sel. この魚も自然の魚に近い形のように、料理をします。On essaye de cuisiner le poisson en gardant sa forme naturelle. また日本人はこの骨、これはタイに、似ている骨なのですが、ちょうどこの部分についている骨です。Alors, vous voyez ici, c'est un arrêt de ce poisson, à peu près dans cette partie-là. 皆さんはこれを取って財布に入れるとお金が貯まるということで皆さん取っています。皆さんも今度、魚のこの部分を捨てずに一度探してみてください。 C'est un porte-bonheur, on peut avoir beaucoup d'argent avec ça. タイと本当に同じ形をしてます。どの魚にもついてます。日本人はこれを取るのが好きです。 Les Japonais aiment bien garder cet arrêt comme porte-bonheur. 次に、この日本料理の特徴であるだしという、ことについて、この季節、シャンピニオン、フランスも同じです。日本もこのキノコというものの香りを楽しむ料理が、出てきますが、日本料理で最も大事なのがこのだしというものです。 Ce qui est plus important dans la cuisine japonaise, c'est dashi, c'est du bouillon. 皆さんだしというものは何から、取っているかということをご存知でしょうか。 Est-ce que vous savez comment on fait du bouillon japonais? Avec quoi on fait du bouillon japonais? 2つ、代表的なものは2つです。 Il y a 12 ingrédients principaux. 1つは、昆布です。 Le premier, c'est kombu, les algues. 1年ぐらい寝かせた、昆布を、このように、売ってます。日本の町には、こういうような昆布の専門店、昆布だけを売っているお店ということが町にあります。 Au Japon, on peut trouver facilement des magasins qui vendent seulement les algues. これは日本の自然と深く関係をしています。それはフランスの国土という、場所は非常にミネラル分が多いと言われていますが、日本という国土はミネラル分がすごく少ないと言われています。その一つは雨がよく降るということで、土地にミネラル分が少ないと言われています。 Alors, contrairement à l'Europe, au Japon, il y a beaucoup de volcans, beaucoup de roches magmatiques, et les minéraux ne peuvent pas rester dans la terre, mais ils sortent dans la mer. 日本人はそこでこの海の昆布から、流れて海に流れたミネラル分をここから、取ってます。 Donc les Japonais prennent les minéraux avec les algues. 私はフランスに来ると水をたくさん飲みますが、ミネラル分がたくさん入ってて非常に素晴らしいなと思ってます。 Je bois beaucoup d'eau en France parce que ça contient beaucoup de minéraux, c'est très bien. もう一つ、だしで大事なのが昆布ともう一つこのカツオです。 Alors, deuxième ingrédient pour faire du bouillon, c'est katsuo, c'est bonito en français, un poisson qui ressemble un peu au thon. これは、カツオを1年間発酵させて、
5分の1ぐらいのすごく小さな、凝縮されているものですが、もともとはカツオの魚を発酵させたものです。Donc, on fait fermenter katsuo bonito pendant très longtemps, plus d'un an. 日本の町にはこういうカツオを専門にしている、店もあります。こういうように削ったカツオを、売っています。Il y a également des magasins qui vendent saumon, donc c'est râpé de bonito. このように、店で削ったカツオというものを、購入しますが、私たちが小さい頃は、毎日家で私も、カツオを、ご飯の時にお手伝いとして、カツオをカンナで、削ってました。Aujourd'hui, on achète souvent les râpés de poissons qui sont déjà faits, mais quand j'étais petit, moi-même, j'ai râpé donc ce bonito chez moi. 私はこのカツオを削るという時にすごくいい匂いがするので、親戚の家に行っても友達の家に行っても削るカツオがないですかって聞いて嫌がられました。Le bonito, ça sent tellement bon que je demande à chaque fois est-ce que je peux râper des poissons, même chez moi, même chez quelqu'un. このように、日本の、料理ではこの昆布とカツオ、自然からじっくりと、出し、うまみ、味を引き出すということが特徴であります。Dans la cuisine japonaise, ces bouillons des algues et des râpés de bonito sont très très importants. 次に、自然の、次に、この季節というものがどういう、関係をしているかということを、見ていきます。Maintenant, je vous présente la relation entre la nature et la cuisine japonaise. この季節、ちょうど、秋になると、このように少し黄色が目立つ料理が、増えてきます。En automne, on voit de plus en plus de plats avec la couleur jaune. これはイガグリです。C'est marron. マロンで、この、Il y a des pics. そうです。で、これは柿ですが、柿のこの部分は卵で作っています。Alors, ce kaki, le fruit, est fait avec un œuf. あるいは、ザクロというものをイクラで、表現したりします。Ou bien grenade avec des œufs de poisson. これ夏になると、こういうように、黄色というよりも緑が、目立つ、料理です。En été, il y a plus de plats avec la couleur verte. また、先ほど、出てきましたが、日本料理では季節によって、使う食器というものが変わってきます。夏であればこういう涼しいガラスを使います。On change aussi d'assiette selon la saison au Japon. Par exemple, en été, on utilise souvent les assiettes transparentes. あるいはこれは、夏の夜空の、天の川というたくさんの星が、川を作っているような風景、これはフランスで何ていうか分かりませんが、この天の川を表現している、夏の料理です。Donc c'est un plat qui représente plein d'étoiles et c'est un plat d'été. このように、日本料理では季節を表現するために、5つの、五感というもの、それから5つの味覚というもの、それから5つのカラーというもの、それから、料理の方法、この組み合わせによって季節ということを表現しています。Donc on utilise ces éléments, donc les sens, les goûts, les couleurs, les matières pour représenter les 4 saisons. あるいは、季節の、菊であったりもみじであったり、こういうような自然の、草花をお皿の上に、用いることもします。On utilise aussi des feuilles, des fleurs sur les assiettes. 春になると、桃の枝、桜の枝、こういうものを使います。On met aussi des arbres de prunier. あるいは日本人はこの、魚でも、この魚は、小肌という魚ですが、
10月の時にはこういう小さいので、2枚を使いますけども、日が経つとだんだん大きくなっていきます。こういう魚の成長ということも料理の中で楽しみの中の一つになっています。Alors, c'est un poisson qui s'appelle le koada. Et en octobre, on utilise une petite tranche de koada parce que koada est petit. Et avec le temps, au fur et à mesure, ça grandit. Donc vous voyez, en février, une tranche de koada est plus grande que celle d'octobre. また、このように、できるだけ、たくさんの色を使う、5色を使う、あるいは、この色をたくさん使うということは栄養素に偏りがないようにと言われています。Et on essaie d'utiliser beaucoup de couleurs en même temps et ça fait aussi un plat équilibré. また、日本料理では、季節の年中行事ということを、料理の中に取り入れることがあります。これは3月に行われるひな祭りという、行事の料理です。Donc c'est un plat pour la fête de filles qui est en mars tous les ans. これは日本の、特に女性の成長を願う、お祭りです。ですのでこれは、日本の家庭では、人形を飾ります。